Putain, où est-ce que je l'ai mis encore? C'est bon, je l'ai. On a les threads d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire de la randonnée et du camping sauvage? Ok, cette question elle peut paraître bizarre de demander comme ça, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que pour toutes les personnes qui, comme moi, ont déjà pratiqué cette activité, vous allez voir qu'on a eu énormément de chance comparé aux 3 histoires qu'on va voir aujourd'hui. En effet, installez-vous confortablement, car aujourd'hui nous allons voir l'histoire de 3 randonneurs qui n'ont pas eu autant de chance que nous. Pour que la vidéo soit un petit peu plus agréable à regarder pour vous, je l'ai divisée en 3 parties distinctes. On va commencer par une histoire courte, puis une histoire un petit peu plus longue, et on va terminer par une histoire très courte. Voilà, c'est un peu le schéma de la vidéo. Pour la première histoire, on va parler de Pierre qui est parti il y a quelques années au moment où il raconte cette histoire, avec 3 amis à lui dans le Vermont. Et arrivés là-bas, ils ont tout simplement décidé de faire une petite randonnée parce qu'ils avaient l'habitude de le faire, et que pour eux c'est le meilleur moyen de visiter un endroit. Bref, tous les 4 ont commencé leur petite escapade en prenant un sentier, et très vite, vu qu'ils avaient l'habitude de faire de la randonnée, ils ont décidé de quitter le sentier et partir dans la forêt, s'enfoncer eux-mêmes et tracer leur propre chemin. Pierre nous décrit ensuite tout le matériel qu'ils ont emmené, et ils ont surtout pris de la nourriture, beaucoup d'eau, et une arme à plomb. Voilà, il dit qu'il est pas très à l'aise avec ce genre de truc, mais que on sait jamais s'il tombe sur une bête sauvage ou autre, il préfère avoir de quoi se défendre. Il nous dit que c'est pas lui qui porte l'arme, mais un de ses potes, et que heureusement, malgré les nombreuses randonnées qu'ils ont fait, ils ont jamais eu besoin de s'en servir. Bref, tout se passe bien pendant le début de cette randonnée, ou du moins pendant les premiers kilomètres. Et ouais, parce que Pierre nous raconte que un de ses potes a vu au loin un homme penché sur un arbre avec une main appuyée contre un arbre. Voilà, c'est assez bizarre. Il nous dit qu'il a rapidement regardé autour de l'homme, et qu'il a vu personne. Du coup, la situation était très bizarre. C'était juste un homme comme ça affalé contre un arbre, en plein milieu de nulle part en fait. Pierre nous dit que ce qui l'a le plus marqué sur le coup, c'est que cet homme ne semblait pas avoir le moindre équipement. Voilà, il avait juste un t-shirt, un pantalon, alors que, je le rappelle, on est en plein milieu de la forêt, et que c'est bizarre. Ils se sont rapprochés de cet homme à environ une 50aine de mètres, et ils lui ont tout simplement crié « Eh mec, est-ce que ça va ?» En gros, ils se sont assurés que l'homme en question n'avait pas besoin de soins médicaux, vu sa position, et puis l'endroit dans lequel ils étaient, parce que tu t'attends pas forcément à voir un mec à cet endroit-là, dans cette posture. L'homme n'a absolument pas répondu à la question que les gars ont posée, et du coup ils ont décidé de marcher autour de lui pour tout simplement avoir un meilleur visuel et changer de point de vue, essayer de voir son visage, si ça allait, etc. Ils ont essayé de lui redemander 1-2 fois si tout allait bien, tout ça, mais tout le temps en gardant une certaine distance, parce qu'on ne sait jamais en fait. Et vu que l'homme ne répondait à aucune question que les gars posaient, il y a un pote de Pierre qui a décidé tout simplement de s'approcher. Un peu, beaucoup, et arrivé à environ une distance de 10 mètres, il s'est retourné d'un coup et il a crié « Les gars, il a une arme !» Quoi ? En effet, le pote de Pierre avait tout simplement vu une machette dans la main de l'homme, ou un genre de grand couteau. Au moment où le pote de Pierre a crié « Les gars, il a une arme !», l'homme s'est soudainement retourné avec le bras levé comme ça, la machette à la main, prêt à frapper. Et là, celui qui possédait l'arme à plomb l'a tout simplement dégainé et pointé dans la direction de l'homme, parce que genre, ils étaient un peu en danger, et je le rappelle, on est aux US, donc le port d'armes, etc., vous savez. Bref, il a pointé son arme au loin comme ça sur la personne, et il lui a dit « Mec, t'avances pas, on veut pas de problème, on cherche pas la merde, quoi. » Et là, l'homme qu'ils ont croisé dans les bois, il a agi d'une façon très bizarre, parce que il avait une arme pointée sur lui, et il a tout simplement avancé d'un pas, puis d'un pas. C'était juste trop bizarre en fait. Le pote de Pierre qui s'était approché de l'homme, il a décidé tout simplement de reculer, et c'est normal, on le rappelle, il y a un mec qui a une machette levée vers lui. Du coup voilà, il est revenu vers Pierre, tout ça, et pendant qu'il courait, il y a celui qui avait l'arme, a tout simplement répété au mec « Eh mec, t'avances pas, on veut pas de problème, etc. » Genre reste où t'es et on fait nos affaires, tu fais les tiennes, tu vois. Pierre nous raconte que tout s'est passé très très vite dans sa tête, et puis même la situation, comment elle s'est retournée d'un coup, il a pas vraiment capté sur le coup. Mais il nous dit que l'homme agissait vraiment de façon bizarre, parce que, on le rappelle, il a une arme pointée sur lui, il continue de marcher, et puis il a cette démarche vraiment bizarre, parce qu'il fait un pas, il s'arrête 2 secondes, il refait un pas, et comme ça toutes les 2 secondes en fait, ouais, il avance un peu comme un zombie, il nous le décrit. Pierre nous dit que c'était vraiment ultra chelou comme situation, et du coup on comprend complètement, parce qu'il nous dit que l'homme semblait jouer un jeu un peu morbide dans sa tête, en mode je vous provoque, mais je sais très bien que vous allez rien me faire, alors que moi je peux. Enfin, vous voyez un peu le délire vraiment malsain. Et là il y a le pote de Pierre, donc celui qui avait l'arme,
qui a dit les gars, faut qu'on se casse, juste on se tire. Le mec il marche, voilà, il court pas, du coup on se tire. Et il a eu une plutôt bonne réaction parce que du coup les gars ils ont marché à reculons pendant quelques dizaines de mètres. Et une fois qu'ils avaient pas mal distancé le type en question, bah ils ont juste tracé en fait. Genre ils couraient, mais toujours en gardant un œil derrière eux au cas où. Et une fois qu'ils sont retournés au lieu de départ, donc à plusieurs kilomètres, il s'est passé une heure et demie. Bah, ils ont commencé à comprendre un peu ce qui s'était passé, tu vois, genre ils ont commencé à réaliser la situation et à quel point genre ça aurait pu être très très dangereux. Du coup, arrivés là à leur point de départ, ils ont directement appelé la police parce qu'avant ils avaient pas de réseau. Il paraît qu'il n'y a jamais eu de suite, voilà, genre il n'y a pas eu de suivi, ils ont trouvé personne, etc. Et Pierre nous dit que cette histoire l'a pas mal marqué pendant quelques mois en fait, jusqu'à ce qu'il refasse des petites randonnées avec ses potes, mais il a dit que ça l'a pas mal chamboulé parce que genre tout s'est passé à une vitesse incroyable. Donc voilà, c'est la fin de cette première histoire. C'est trop chelou, voilà, on peut se poser plein de questions sur qui était ce mec, pourquoi il était là sans équipement, est-ce qu'il avait consommé de la drogue, est-ce qu'il était alcoolisé, est-ce qu'il était juste un peu fou, ou alors c'était peut-être un ermite qui aimait pas trop la compagnie, je sais pas trop. Bref, on a beaucoup de questions sur cette histoire, mais aucune réponse, et c'est un peu frustrant. Dans tous les cas, ça enlève pas le côté très flippant, et je le souhaite à personne, clairement. Bref, pour la deuxième histoire, je vais maintenant vous parler de Harry et Stan. Harry nous raconte que son histoire s'est déroulée il y a 6 ans à peu près au moment où il écrit cette histoire. Pour remettre un peu dans le contexte, il nous dit qu'à l'époque, il avait 12 ans et que son frère en avait 26 et que son frère était dans les forces spéciales de l'armée américaine. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas le genre de mec à qui tu cherches la belle guerre. Et oui, vous allez le voir, c'est assez important pour la suite de l'histoire. Bref, avant de partir en déplacement pendant quelques mois, Stan a tout simplement décidé d'emmener son petit frère Harry dans le nord de l'Alabama pour faire un petit peu de randonnée et entre guillemets retrouver son petit frère, être juste tous les deux, profiter de lui avant de partir en fait et pas le voir pendant un petit moment. Et absolument tout se passait bien pendant les 3 premiers jours. Ils faisaient de la randonnée, le soir ils installaient le camp, ils mangeaient, ils dormaient, ils repartaient le lendemain, etc. Tout se passait bien. Du moins jusqu'à la 3e nuit. Harry nous dit qu'ils ont trouvé un coin super sympa pour établir leur camp, qui est à environ 50 mètres d'une route et à 60 mètres d'un ruisseau. En fait ça fait un petit triangle. Voilà, je vous ai fait un dessin sur Paint pour un peu mieux comprendre. Jugez pas mon niveau. Bref, ils étaient là, ils faisaient leurs petits trucs, ils ont installé leur camp, ils commençaient à manger, parler de sujets dont on parle entre frères. Et arrivé vers 20h30, donc je le rappelle, c'est en plein milieu de l'été, et du coup il fait pas totalement nuit. Du coup vers 20h30, il y a 2 mecs qui se sont pointés comme ça dans leur camp, alors que je le rappelle, ils sont en plein milieu de la forêt, il y a une petite route à côté, mais c'est vraiment un petit chemin au milieu des bois. D'après Harry, il semblait avoir une vingtaine d'années, et ils ont tout simplement demandé à Stan s'il avait vu des cochons sauvages, et du coup Stan il leur a indiqué parce qu'il pensait que c'était des chasseurs. Harry de son côté nous dit que les mecs, ils étaient vraiment bizarres dans leur apparence parce que ils avaient les cheveux gras, des vêtements sales, ils faisaient pas très attention à eux. Après il s'est dit c'est peut-être en fonction de la chasse tout ça, mais les mecs lui ont vraiment laissé une sensation de malaise en fait. Et il nous dit que c'est peut-être parce qu'ils sont restés vraiment quelques minutes assez insistants, vous savez, un peu comme des forceurs, à poser des questions, demander, regarder aux alentours, surtout regarder aux alentours dans le camp, et c'est ça qui a vraiment le plus perturbé Harry, c'est vraiment les mecs étaient intrusifs. Et pour appuyer un petit peu le côté flippant des mecs, leur comportement bizarre, ils sont partis d'un coup, voilà, ils ont dit bon au revoir, et ils sont partis comme ils sont arrivés, genre d'un coup. Petite avance rapide de 3 ou 4 heures, Harry nous dit qu'il est parti se coucher avec son frère, et que il a été brusquement réveillé par des aboiements. D'après lui, les aboiements semblaient être à une centaine de mètres environ, et pris de panique, il a tout simplement mis un coup de pied à son frère dans son sac de couchage pour le réveiller. Stan a juste répondu « Je suis bien réveillé et il se rapproche de notre camp depuis environ 1 heure. Reste couché, ne fais aucun bruit. » Quoi ? Quoi ? Puis Stan a tout simplement continué en disant « Ne t'inquiète pas, ils sont en train de chasser les porcs, rendors-toi, tout va bien. » Qu'est-ce qu'on aimerait avoir un frère comme Stan qui nous rassure dans les moments comme ça, là. Du coup, vu qu'il a été rassuré, Harry nous dit qu'il a réussi à se rendormir pendant environ 2 heures, mais qu'il a été réveillé brusquement. En effet, son frère lui tenait fermement l'épaule et lui a tout simplement dit cette phrase. « Mets tes chaussures rapidement et suis-moi sans faire aucun bruit. » Stan, t'es pas vraiment rassurant là pour le coup. Harry nous dit que malgré le fait qu'il soit pas bien réveillé, il entendait plus distinctement les aboiements et qu'il arrivait même à distinguer certaines voix.
Donc il en a déduit que les personnes s'étaient rapprochées un peu plus de leur camp. Harry est monté sur le dos de Stan, qui d'ailleurs est dans les forces spéciales, on le rappelle, et du coup c'est un jeu d'enfant pour lui. Bref, ils ont parcouru une 50aine de mètres, histoire d'arriver à l'intersection entre la route et l'espèce de petit ruisseau qui passait, ce qui fait qu'il y avait un petit pont et des buissons tout autour, et Harry nous dit qu'ils ont rampé dans les buissons histoire de se cacher, mais qu'ils avaient une vue totalement dégagée sur leur camp. Du coup ils pouvaient zioter, voir ce qu'il y avait. J'ai dit le mot zioter en 2020. Ah. Tout d'un coup, ils ont entendu un coup de feu. Et là, Harry s'est directement retourné vers son frère, et il l'a vu instantanément dégainer une arme, et au moment où Harry allait chuchoter quelque chose, Stan lui a tout simplement mis la main devant la bouche comme ça, et lui a fait un petit geste histoire qu'il regarde le camp. Le groupe de chasseurs était en plein milieu du camp. Ils étaient 5, dont les 2 qu'ils avaient vus précédemment dans la journée. Plusieurs d'entre eux avaient des armes d'assaut, et ils étaient quasiment tous accompagnés par des chiens. Harry nous dit que les chasseurs sont restés là au moins une vingtaine de minutes à parler, retourner leur camp, vraiment fouiller au moindre recoin et aussi pointer leurs lampes de poche dans toutes les directions dans la forêt. Et là Stan a dit une chose terrifiante à Harry, il a dit « Je veux que si ces mecs arrivent vers nous, je veux que tu te retournes, que tu cours sans t'arrêter et que tu te diriges vers les lumières qui clignotent. » Et là on peut se demander mais de quelle lumière clignotante il parle? Qu'est-ce que tu racontes? T'es en plein milieu de la forêt. Mais ça, vous allez le voir plus tard dans l'histoire. Les 2 frères sont restés encore un petit moment couchés dans les buissons, quand tout d'un coup, un des chasseurs a crié « Alors les gars, vous êtes passés où ?» Et là, il s'est mis à tirer un petit peu aléatoirement partout dans la forêt. Bon là, si vous aviez encore des doutes sur le fait que ces chasseurs soient pas du tout bienveillants, je pense que ça suffit. Hein. Heureusement, Harry et Stan étaient en hauteur, ce qui leur a permis tout simplement d'être à l'abri des balles. C'est ce qui leur a sauvé la vie, parce que vraiment, le mec s'est amusé à mitrailler tout autour du camp. Bref, les chasseurs sont restés encore une dizaine de minutes à tirer un peu aléatoirement, à parler très fort, et ils sont repartis d'un coup de là où ils venaient. Harry nous raconte que les mecs se sont éloignés à environ une centaine de mètres quand tout d'un coup ils se sont mis à entendre une sirène et ils ont vu des lumières un peu clignotantes, comme des gyrophares en fait. Et là en réalité c'est le retour de Stan, le super grand frère. En fait Stan avait tout simplement appelé le bureau du service forestier pendant que Harry dormait grâce à un téléphone satellite qu'il avait dans son sac, et le bureau du service forestier a tout simplement envoyé des gardes-chasse ainsi que des policiers, mais ils ont mis pas mal de temps à venir étant donné la grandeur de la forêt qui fait un peu plus de 10 hectares. Lorsque les camions des gardes forestiers sont arrivés, Stan leur a tout simplement indiqué qu'ils étaient là grâce à sa lampe de poche, et il a tout de suite indiqué la direction dans laquelle les chasseurs étaient partis. Plusieurs policiers se sont lancés à leur recherche en courant dans les bois, et pendant ce temps, Stan et Harry se sont dépêchés de retourner à leur camp histoire de récupérer toutes leurs affaires, et un garde-chasse les a ramenés dans sa camionnette, au point de départ où ils avaient commencé quelques jours plus tôt. Harry termine son récit en nous disant que les policiers n'ont jamais remis la main sur les chasseurs en question, et il se demande ce qui lui serait arrivé si son frère n'avait pas eu tous ces bons réflexes de survie qu'il a eu grâce à l'armée. Et surtout, qui étaient ces mecs et genre qu'est-ce qu'ils voulaient? Est-ce qu'ils étaient juste alcoolisés? Est-ce que c'était juste des psychopathes? Il nous dit qu'il aura sûrement jamais les réponses à ces questions, et il dit aux personnes qui font du camping sauvage comme lui ou de la randonnée de toujours faire attention. Et c'est une règle de base, faites toujours attention. Voilà, conclusion pour cette histoire, ayez un grand frère dans les forces spéciales, point. Bon, grâce à la magie du montage, vous allez peut-être pas le voir, mais il s'est passé 3 heures entre le précédent cut et maintenant, parce que ma caméra est tombée à court de batterie. Voilà, j'ai un peu le seum. Bref, on va donc entamer la 3e histoire de cette vidéo, et vous allez le voir, elle est carrément plus courte que les 2 autres. On va maintenant parler de Sarah qui nous dit qu'elle a l'habitude de faire de la randonnée et qu'elle prend jamais sa voiture, qu'elle préfère faire de l'autostop parce que ça lui évite de partir d'un point A, arriver à un point B et devoir revenir au point A pour prendre sa voiture. Du coup, elle nous dit que elle fait de l'autostop de chez elle au point A et qu'arrivée à son point B, elle fait de l'autostop jusqu'à chez elle. Bref, elle nous raconte que son histoire se déroule au nord de la Louisiane, pas très loin de la ville de Quitman. D'après Sarah, l'endroit dans lequel elle se trouvait était très très boisé, c'était une forêt si vous voulez, mais aussi très rural, il y avait une route, et elle avait décidé pour cette randonnée de faire toute la lisière de la forêt, voilà. Et le tout de nuit. On juge pas. Quoi? Enfin bref, elle fait sa petite randonnée nocturne et absolument tout se passe bien, jusqu'à ce qu'elle arrive à peu près à l'heure de minuit. Aux alentours de minuit, elle voit sur la droite, donc dans la forêt, un genre de lumière bleue qui gigote un peu dans tous les sens, comme si quelqu'un avec une lampe de poche s'amusait à éclairer aux alentours. Sarah nous dit qu'elle n'est pas du genre curieuse et à se mêler des affaires qui la regardent pas, mais le fait qu'il y ait une lumière comme ça qui sorte des bois de nulle part et à 7 heures de la nuit l'a vraiment intriguée, et du coup elle a décidé de s'approcher un petit peu de la source. Elle raconte que la lumière était à environ une trentaine de mètres,
et qu'elle a commencé à se rapprocher de Sarah au moment où elle rentrait dans la forêt. Du coup, elle s'est arrêtée net, elle est restée immobile pendant un petit moment, et la lumière s'est arrêtée, mais assez proche, à environ une vingtaine de mètres de Sarah. Sarah décide de jeter un petit coup d'œil en direction de la lumière, et elle voit ce qu'elle nous décrit comme deux hommes barbus, assez trapus et plutôt vieux. L'un transportait des genres de barils et de plaquettes plastifiées, tandis que l'autre était armé d'un fusil d'assaut. D'après Sarah, les phares du pick-up étaient éteints et le moteur tournait doucement. Et c'est là où c'est étrange. En plein milieu de la nuit, deux hommes armés qui transportent des objets, des tonneaux, des plaquettes dans un camion au beau milieu d'une forêt. Vous sentez que ça sent pas bon là. Vous le sentez. Sarah nous raconte ensuite qu'elle a vite fait demi-tour et qu'elle s'est cachée pour pouvoir appeler la police. Sarah a appris par la suite qu'il s'agissait de deux contrebandiers qui transportaient de l'alcool et de la drogue. Elle aurait pu risquer sa vie ce soir-là. Pouah, et bah les gars, je suis plus très chaud pour faire de la randonnée et du camping sauvage après ça moi. J'ai trop peur. Bref, petit mot de la fin pour conclure cette vidéo. Faites attention. Voilà, faites attention, essayez de vous préparer au maximum, que ce soit pour la randonnée ou pour n'importe quelle activité, on ne sait jamais sur qui on peut tomber ou ce qu'on peut croiser. Faites toujours attention, essayez de vous préparer à toutes les éventualités, même si je sais que c'est pas forcément imaginable. Bref, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici, ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher des pouces vers le haut, ça aiderait vraiment la chaîne et moi ça me ferait extrêmement plaisir, ça montre votre soutien et merci. Je suis en live tous les mercredis soirs sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir me suivre, à venir voir ce que je fais, à faire un petit coucou, ça ferait très plaisir. Coucou, c'est le Jimmy du montage. Je profite de la fin de cette vidéo pour passer ce petit message. Ça a été une énorme galère pour monter cet épisode, surtout pour trouver des illustrations, donc s'il y en a qui veulent me soutenir, n'hésitez pas à venir sur Twitch et à vous abonner, et grâce à cet argent je pourrais investir dans ce qu'on appelle un abonnement Envato Element, qui me permettrait d'accéder à une banque d'images illimitée, et vous trouver des meilleures illustrations que celles gratuites et libres de droit que j'ai dû vous trouver pour cette vidéo. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, gros bisous et j'espère vous retrouver tous les mercredis soirs en live. Et comme d'habitude, portez-vous bien, bonne randonnée, ciao tout le monde, bisous.